Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais en exil. Merci de vous abonner massivement à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique Michel Biemton. Pour ce faire, il suffit simplement de cliquer où c'est écrit en rouge s'abonner. Une fois que vous cliquez sur s'abonner écrit en rouge, vous cliquez à nouveau sur la cloche de notification où vous allez voir marqué toutes. Et une fois que vous allez cliquer dessus, chaque fois qu'une vidéo sera postée sur cette chaîne, vous serez le premier ou la première à la recevoir chez vous. Merci également, mesdames et messieurs, de cliquer sur, de vous abonner à ma web TV qui s'appelle Le Défenseur TV. Le lien se trouve juste après la description de cette vidéo, au bas de cette vidéo. Donc, il suffit simplement que vous alliez au niveau de la description. Vous verrez le lien qui est marqué juste en bas. Vous cliquez dessus et vous obéissez au même processus, à savoir cliquer sur s'abonner et puis sur la cloche de notification, de manière à ce que chaque fois qu'une vidéo sera postée sur cette web TV, vous soyez le premier à être à pouvoir lire cette vidéo. La web TV s'appelle Le Défenseur TV. C'est une web TV qui sera consacrée à l'actualité des droits de l'homme en Afrique. C'est un projet que je compte lancer ici sur ma terre d'asile et qui sera une plateforme pour tous les activistes, pour tous les défenseurs des droits humains en Afrique qui sont engagés sur le terrain de la démocratie, de la bonne gouvernance et du respect de la personne humaine. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler du rôle de la presse. Le rôle de la presse camerounaise dans le cadre de la crise ou du conflit en cours en zone anglophone. La presse camerounaise joue-t-elle véritablement son rôle dans le cadre de la crise dite anglophone, ou si vous voulez, dans le cadre du conflit en zone anglophone? Alors, ce qui m'inspire cette vidéo, mesdames et messieurs, c'est que il y a quelques jours, en début de cette semaine, ou je crois que c'était en fin de semaine dernière, des soldats camerounais ont assassiné 4 jeunes gens. Ils étaient dans une maison abandonnée. On ne sait pas trop ce qu'ils faisaient à l'intérieur. Ils étaient en train de jouer. Alors les militaires croyaient que c'était des Zamba Boys, ou si vous voulez, des membres des groupes armés indépendantistes. Ils ont tué ces 4 enfants-là. Alors, ce qui m'a le plus choqué, c'est que le ministère de la Défense, à travers sa cellule de communication, parce que tout le monde sait que ces enfants-là ne sont ni de près ni de loin, ces enfants qui ont été tués ne sont nullement liés au mouvement indépendantiste anglophone. Donc, ce ne sont pas des séparatistes armés. Ce n'étaient pas des séparatistes armés, je veux dire. Mais, dans le communiqué du ministère de la Défense, il a été question de démontrer comment ces enfants étaient sous le commandement d'un certain général Taïga et qui voulait ouvrir le feu sur l'armée camerounaise, sur des soldats camerounais. Et puis les soldats camerounais ont riposté et 4 terroristes ont été tués au niveau de T-Junction, à Bamenda et tout ça et tout ça. Bon, moi, je n'ai rien contre puisque on sait que ces gens du ministère de la Défense, ils sont habitués à vouloir toujours masquer la vérité. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est que une chaîne de radio qui est basée à Douala, dont je vais taire le nom, sur son compte Facebook, a repris, c'est-à-dire qu'a pris ce communiqué-là et en a fait un compte rendu, une synthèse, en disant que oui, l'armée camerounaise est en train de mener une action républicaine, l'armée camerounaise vient de neutraliser 4 terroristes à Bamenda. Je dis, waouh, mais c'est pas possible. Donc c'est à ça que
les journalistes camerounais sont réduits. C'est-à-dire que ne répercuter tout ce que le gouvernement dit. Donc, nous, les journalistes camerounais, nous sommes devenus des porte-voix du gouvernement dans le cadre de la crise anglophone. Il n'y a personne parmi nous, confrères, journalistes camerounais, qui puisse avoir le courage de dire les choses telles qu'elles sont dans le cadre de cette crise. Il n'y a personne qui puisse avoir ce courage-là. Personne. Quand j'ai vu cette publication-là sur le mur Facebook de cette chaîne de radio, très célèbre d'ailleurs, qui est basée à Douala, j'ai dit, mais c'est pas possible. On ne fait pas le journalisme comme ça. On ne fait pas le journalisme comme ça. C'est vrai, on dit dans notre métier que l'on ne doit pas, c'est-à-dire que c'est un principe sacro-saint dans notre métier, le métier de journaliste, à savoir qu'il est interdit de s'en prendre aux confrères. Mais ma vidéo de ce jour ne consiste pas à m'en prendre aux confrères, mais à me poser des questions. Notamment celle de savoir où va la presse camerounaise. Est-ce que la presse camerounaise est en train d'être reprise en main totalement par le pouvoir de Yaoundé après avoir joui pendant plusieurs années quand même du temps où Pius Njahwe était vivant? On sentait qu'il y avait une presse camerounaise qui inquiétait véritablement le pouvoir en place. Parce qu'on a comme le sentiment que la presse camerounaise est une distributrice automatique de l'information. C'est-à-dire qu'on prend l'information n'importe comment, on la balance comme ça au public sans se poser des questions, sans chercher à analyser, sans chercher à comprendre les dessous, sans chercher à enquêter, rien. Ce n'est pas ça le rôle de la presse. Quand on dit que la presse c'est un quatrième pouvoir, ce n'est pas en prenant les informations et puis en distribuant, sans toutefois questionner même cette information. C'est à ça que les journalistes camerounais sont réduits dans le cadre de la crise anglophone. Et ce qui explique cela, c'est quoi? C'est que, en réalité, depuis que le conflit a éclaté, le conflit en zone anglophone a éclaté en janvier 2018, le gouvernement camerounais, plus précisément le ministère de la Défense, a bâti une stratégie de communication qui repose sur 3 axes. Le premier axe de cette communication, c'est que l'armée protège la population anglophone et n'est pas là pour massacrer cette population. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, ce sont les terroristes sécessionnistes qui sèment la terreur au sein de la population, qui massacrent cette population-là. C'est-à-dire, voilà la stratégie de communication que les journalistes camerounais sont obligés de suivre. Premier axe, comme je le disais, l'armée protège la population et n'est pas là pour la massacrer. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'écrire ou dans votre média, c'est-à-dire dans votre journal tabloïd ou alors dans votre journal en ligne. Vous n'avez pas le droit de dire dans votre radio ou dans votre chaîne, sur votre chaîne de télévision que l'armée camerounaise a massacré des civils à tel endroit, tel endroit. Non, vous n'avez pas le droit de le dire. Au Cameroun, c'est interdit. Le deuxième axe, ce sont les terroristes sécessionnistes qui sèment la terreur au sein des populations anglophones. Et c'est donc sur cet axe-là que beaucoup de journalistes camerounais surfent. Nous allons revenir sur les détails tout à l'heure. Le troisième axe, c'est qu'il faut faire croire aux Camerounais que non, ceux qui ont pris les armes en zone anglophone, les Restoration Forces, en fait, c'est un groupuscule de bandits qui se battent pour faire sécession, c'est-à-dire que pour diviser le Cameroun. Voilà donc les 3 axes sur lesquels repose la communication du gouvernement dans le cadre de la crise anglophone. Et les journalistes camerounais, à ce que je constate, sont obligés de suivre cette ligne directrice établie par le gouvernement de Yaoundé.
Et ce qui est regrettable, parce qu'un journaliste ne doit pas se laisser influencer par quelque gouvernement que ce soit. Un journaliste doit se battre pour arracher sa liberté, pour arracher son indépendance, tout en étant responsable de ses écrits. Parce que être libre ne veut pas dire être libre de dire ou d'écrire n'importe quoi. Il faut être responsable de ce que l'on dit, de ce que l'on écrit. Bon, parmi donc les journalistes camerounais donc, qui sont appelés à traiter de la crise anglophone, bon, il y a deux catégories de journalistes. Deux. Bon, il y a des journalistes qui veulent bien dire exactement ce qui se passe en zone anglophone. Mais malheureusement, ils ont peur des représailles. Parce que vous savez, l'enjeu au sein du milieu de la presse en ce moment, c'est-à-dire que la préoccupation majeure de la presse camerounaise, c'est de se faire de l'argent, c'est de chercher des rentrées financières. Et pour obtenir ces rentrées financières-là, il faut de la publicité. Et qui accorde la publicité aux médias? Ce sont les grands hommes d'affaires du Cameroun, qui sont pour la plupart membres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Alors, vous ne pouvez donc pas traiter une information que le RDPC ou alors que le pouvoir en place, qui ne favorise pas le pouvoir en place, et celui qui veut bien faire des insertions publicitaires chez vous, qui est un homme d'affaires du RDPC, s'aventure vers vous pour faire cette insertion-là. Non. Donc, parce que certains médias au Cameroun ont pour préoccupation, ont pour souci majeur de drainer le maximum d'annonceurs possibles, bon, ils évitent de dire certaines choses qui vont heurter ou choquer le pouvoir en place. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie de journalistes, et qui sont même plus nombreux, je parle du traitement spécifiquement dans le cadre du traitement de l'information relative au conflit anglophone. La deuxième ou la seconde catégorie de journalistes camerounais, ce sont ceux-là, c'est-à-dire qu'ils sont payés par certains pontes du régime, comme les Atangandji, comme les Mbankwi Emile, de la division de la sécurité militaire, pour manipuler l'opinion nationale et internationale. Voilà donc les deux catégories de journalistes qui, en ce moment au Cameroun, traitent de la crise anglophone. Et vous vous souvenez que ce qui peut expliquer cela, parce que vous vous souvenez que quand la crise anglophone a éclaté, je me rappelle, j'étais encore au Cameroun à l'époque, nous sommes en 2017, Issa Chiroma, bon, à l'époque il était le ministre de la Communication, est allé à Canal 2. À l'époque, il est passé à une émission là, il a accordé une interview à la consoeur, elle s'appelle Carole Yemelon. Bon, j'ai appris qu'elle n'est plus là-bas, Canal 2. Bon, qu'elle aurait trouvé elle aurait été recrutée au niveau de, je ne sais pas, il y a une société d'État au Cameroun là, je crois que c'est l'ART. Et puis, Issa Chiroma se met à dire à Carole Yemelon que vous n'avez pas le droit de donner la parole aux ce qu'ils appellent sécessionnistes et que moi j'appelle indépendantistes, et que si vous donnez la parole aux sécessionnistes qui veulent diviser la République, qui veulent diviser l'État du Cameroun, qui veulent le DPC, et je ferme votre télévision. Ça veut dire que si par exemple un journaliste camerounais décide à longueur d'émissions, à longueur de journaux ou, je ne sais pas, à longueur d'articles sur un journal, dans son journal en ligne, de dénoncer les exactions de l'armée camerounaise en zone anglophone, il sera considéré comme proche des ambassoniens
et sera dans la ligne de mire du gouvernement en place. Donc, pourtant, cette façon de traiter l'information, parce que quand vous lisez certains journaux camerounais, vous écoutez la radio, les débats de dimanche là, que ce soit à la radio, que ce soit à la télé. C'est-à-dire que la façon dont les journalistes camerounais traitent l'information sur le conflit anglophone contribue à aggraver même la crise. Pourquoi je le dis? Vous remarquerez que chaque fois qu'il y a par exemple un scandale, un massacre, au niveau des journaux parlés et télévisés, vous entendrez que ce sont les terroristes sécessionnistes qui ont fait ceci. Ce sont les sécessionnistes qui ont fait cela. Ce sont les séparatistes qui sont montés. Ce sont les séparatistes qui sont descendus. Jamais vous n'entendrez que ce sont les militaires, les soldats camerounais. D'après les témoignages des populations locales, ce sont les soldats camerounais qui sont entrés dans un domicile. Ils ont sorti un jeune gars de chez lui et lui ont tiré dessus. Jamais. Si vous le faites, on va commencer à vous soupçonner d'être proche des ambazoniens. Et c'est comme ça qu'on va commencer à vous persécuter. Et il y a aussi autre chose, c'est que remarquez que chaque fois qu'il y a débat, notamment les débats radio et télé du dimanche là, chaque fois qu'il y a un thème sur la crise, sur le conflit anglophone, la plupart des panélistes, ce sont les francophones. Jamais vous ne verrez. C'est-à-dire que c'est vrai, il y a souvent quelques anglophones qui sont là, mais généralement, ce sont les anglophones qui ne sont pas favorables au mouvement indépendantiste anglophone. Il faut bien, chaque fois que l'on convoque, c'est-à-dire chaque fois que les journalistes camerounais organisent un débat, que ce soit à la radio, que ce soit à la télévision, prenez votre courage à deux mains, invitez quelqu'un qui est favorable à l'indépendance du Southern Cameroun. Ou alors prenez quelqu'un, bon, comme la plupart sont aux États-Unis, prenez contact, c'est-à-dire que prenez rendez-vous avec un activiste ambazonien qui vit soit aux États-Unis, soit en Angleterre, afin qu'il puisse participer au débat, parce que ça permet aux Camerounais de comprendre pourquoi ce peuple a pris les armes pour combattre le pouvoir de Yaoundé. Ça permet aux Camerounais de comprendre où est-ce qu'on a glissé pour tomber. Parce que beaucoup de Camerounais ne savent pas que, puisque j'entends souvent les gens dire, oh, vraiment, même les Ambazoniens pensent que quoi? Que est-ce que l'histoire du Cameroun commence en 1961? Oh, avant l'arrivée des Français et des Anglais, il y a les Allemands qui étaient là, le Cameroun était un et indivisible. Or, ceux qui le disent ne savent pas que avant l'arrivée des Allemands au Cameroun, avant la signature du traité germano-douala le 12 juillet 1884, ce qui est considéré aujourd'hui comme le Southern Cameroun existait déjà. C'est-à-dire ce qu'ils appellent Ambazonie là. En fait, l'origine de l'Ambazonie, c'est l'Ambaz Bey. Et l'Ambaz Bey là existait déjà avant, en 1848, donc avant même l'arrivée des Allemands au Cameroun. Et c'est Alfred Sacker qui est arrivé au niveau de la baie d'Ambaz. Victoria là, ce que vous appelez Limbe aujourd'hui s'appelait avant Victoria. Et Victoria, c'était la reine d'Angleterre à l'époque. Et cela existait avant l'arrivée des Allemands. Et c'est quand les Allemands arrivent, ils signent le traité avec les chefs Sawa. Et cette portion de terre, c'est-à-dire que l'Ambaz Bey est cédée par les Anglais aux Allemands en 1887. Et c'est ainsi que le Grand Cameroun allemand est constitué. C'est aux journalistes camerounais d'apprendre cela
aux citoyens camerounais, c'est aux journalistes camerounais d'aller faire des recherches du point de vue historique, parce que c'est écœurant que beaucoup de Camerounais ne connaissent même pas l'histoire du Southern Cameroun. Beaucoup de Camerounais ne savent même pas que l'histoire du Southern Cameroun est diamétralement divergente de celle de la République du Cameroun. Beaucoup de Camerounais ne savent pas, parce que la presse ne joue pas son rôle. La presse a été réduite, la presse camerounaise a été réduite à être le tam-tam du pouvoir en place. Il ne faut pas se cacher pour le dire. Il ne faut pas se cacher pour le dire. Il ne faut pas se cacher pour le dire. Pourtant, si la presse jouait véritablement son rôle, cela aurait permis d'apaiser les cœurs. Parce que, prenez par exemple ce dont je vous parlais en début de cette production vidéo. Ce que cette chaîne de radio basée à Douala a diffusé sur son compte Facebook, notamment l'assassinat de ces 4 jeunes gens au niveau de Tige Junction à Bamenda. Si les parents de ces enfants qui n'ont jamais porté une arme, qui n'étaient que des jeunes gens, il y avait même des étudiants parmi, si les parents de ces jeunes gens tombent sur une publication comme celle-là, où on dit que non, il s'agit des terroristes sécessionnistes neutralisés par l'armée, oh, une action républicaine, oh, blablabla et blablabla. Si les parents de ces enfants tombent sur une publication comme celle-là, vous imaginez les conséquences? Ça radicalise, ça enradit les cœurs, ça endurcit les cœurs. Et ça radicalise parce que ces enfants ont des frères, ont des familles. Imaginez ce que celles-ci ressentent quand ils tombent sur des informations pareilles. Juste parce qu'on veut plaire à un régime, juste parce qu'on veut plaire à un pouvoir. Juste parce qu'on évite d'avoir des problèmes, d'avoir des ennuis avec l'ordre gouvernant en place. Donc la presse doit véritablement jouer son rôle. La presse doit dire exactement ce qui se passe en zone anglophone, sans craindre. Ce n'est que de cette manière-là qu'elle pourra apaiser les cœurs. Ce n'est que de cette manière-là qu'elle pourra apaiser les cœurs. Moi, je suis par exemple surpris. Depuis que cette crise a éclaté, je n'ai jamais vu à la une d'un journal je n'ai jamais vu un journal camerounais parler de la conférence pré-plébiscite de Mamfé du 10 au 11 août 1959. Jamais. Pourtant, c'est de là c'est-à-dire que c'est l'origine lointaine de ce conflit. C'est par là. Parce qu'à cette époque-là, les délégations du Southern Cameroun avaient décidé au cours de cette conférence, qui était présidée par un fonctionnaire de l'ONU, Sir Philipson Sidney. Ils avaient décidé que, vraiment, parce qu'il y a eu vote, ils avaient décidé qu'au cours du plébiscite là, les seules questions qu'on doit nous poser, c'est que voulez-vous être indépendant en vous séparant du Nigeria et en créant un État indépendant, ou alors en restant intégré au Nigeria? Voilà les deux seules questions. Je n'ai jamais vu un journaliste camerounais parler de ça dans son journal, ou dans son web journal, ou dans sa radio, ou dans sa télévision. Jamais. Je n'ai jamais suivi un éditorial d'une radio ou d'une télévision où on revient sur les événements de Mamfé du 10 au 11 août 1959. Jamais. Jamais. Je n'ai jamais suivi un journaliste camerounais aller, parce que moi j'ai pourtant lancé l'alerte il y a quelques mois en disant que non, les Ambazoniens ont raison de revendiquer un État. Pourquoi? Parce que sur la base, de la résolution 1541,
du 15 décembre 1960, un bon journaliste, quand il apprend ça, qu'est-ce qu'il fait? Il va effectuer des recherches. Il tombe sur cette résolution des Nations Unies. Et vous allez voir, si vous allez sur cette résolution, vous allez voir que le statut de ce que vous appelez Nord-Ouest et Sud-Ouest aujourd'hui, et qui s'appelait Southern Cameroon, c'est-à-dire que son statut, c'est un territoire non autonome qui est rattaché à un État indépendant. Voilà le statut du Southern Cameroon. Et cette résolution-là, premièrement, donne la possibilité au Southern Cameroon de changer de statut, c'est-à-dire que de passer de territoire rattaché à un État indépendant à un territoire totalement indépendant. Donc, cette résolution donne le droit au peuple anglophone du Southern Cameroon de revendiquer un État totalement indépendant. Ça, beaucoup de journalistes camerounais ne le savent pas et ne l'ont jamais dit aux Camerounais. C'est ce qui est curieux. C'est ce qui est curieux. J'ai lancé l'alerte il y a quelques mois. Mais je n'ai vu aucun Camerounais n'a suivi, c'est-à-dire que n'a pris le relais sur place au pays pour dire que, mais attention, il y a une résolution des Nations Unies qui leur donne ce droit de revendiquer un État indépendant. Ça, c'est d'un. De deux, cette même résolution des Nations Unies, c'est-à-dire que cette résolution des Nations Unies oblige la République du Cameroun, État indépendant, le 1er janvier 1960, à préserver les institutions du Southern Cameroun, qui était à l'époque un territoire non autonome rattaché à cet État indépendant. Cette résolution des Nations Unies, la résolution 1541 du 15 décembre 1960, donne, c'est-à-dire qu'oblige l'État, c'est-à-dire que la République du Cameroun, à préserver le droit du peuple du Southern Cameroun d'avoir une constitution. Ça, beaucoup de journalistes camerounais ne le savent pas et ne veulent pas et ne peuvent pas le dire aux Camerounais. Pourtant, ce sont des faits. Ce sont des faits que des journalistes camerounais doivent rapporter de manière à ce que les populations camerounaises, de manière à ce que le peuple camerounais, surtout de la partie francophone, puisse comprendre exactement où est-ce qu'on a glissé pour tomber, puisse comprendre ce qui s'est réellement passé il y a 60 ans pour qu'on en arrive à cette crise. Personne, aucun journaliste camerounais ne prend le courage d'expliquer aux Camerounais exactement ce qui se passe. Aucun. Aucun Camerounais. Aucun journaliste camerounais. Et ce que les Camerounais, également, les journalistes camerounais refusent de dire au peuple camerounais. Beaucoup de Camerounais ne veulent pas se poser la question de savoir où sont passées les institutions que le Southern Cameroun, dont jouissait le Southern Cameroun, ce que l'on appelle aujourd'hui Nord-Ouest, Sud-Ouest, avant 1961, où est passée l'Assemblée régionale, le House of Parliament, où est passé le House of Chiefs, où est passé le Premier ministère, où est passé la Common Law. Qu'est-ce qui donnait le droit à la République du Cameroun d'abolir toutes ces institutions qui faisaient la fierté du peuple du Southern Cameroun? Quel est le journaliste camerounais qui peut avoir le courage de se poser toutes ces questions? Aucun. Aucun journaliste camerounais ne peut avoir le courage de se poser une telle question. Aucun. Tous sont devenus, ou alors la très grande majorité, se sont mués en porte-parole du gouvernement, en porte-voix, en caisse de résonance du pouvoir en place. Merci beaucoup d'avoir suivi la première partie de cette vidéo et à tout de suite pour la seconde partie.